Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. C'est l'heure du traditionnel bilan de la trêve hivernale avec les tops, les flops et les rubriques habituelles. Aujourd'hui avec Gila, Nico et Tom. Salut à vous. Salut. C'est comme toujours à l'homme des chiffres, des statistiques, de la mesure et de la pondération de s'exprimer. Gila, quel bilan dresses-tu après 4 mois de compétition ? Alors, un bilan que je qualifierais à l'heure actuelle de moyen. Moyen, pourquoi Alors, la saison passée, à ce même stade, donc, le Milan comptait 25 points. Alors que le Milan, donc, après cette victoire durement acquise hier face à Frosinone, compte 28 points. Donc seulement quelques points de plus, alors qu'on aurait pu s'attendre à un bilan un peu plus positif, davantage conséquent au regard des efforts réalisés par le Milan lors du mercato estival. Mais un changement d'entraîneur est passé par là, la stabilité n'est pas encore tout à fait au rendez-vous dans l'ensemble du club et notamment au sein du 11. Donc un bilan moyen certes, mais qui au final ne me surprend pas tant que ça, car quand on regarde bien le Milan se situe juste derrière la Roma, la Juventus, Naples, Florence et donc l'Inter. Donc un classement somme toute auquel on pouvait s'attendre, excepté peut-être la Fiorentina qui est deuxième, à laquelle qui reste comme de bonnes performances inattendues. Donc une position du Milan qui est attendue, rien de surprenant. On aurait pu évidemment s'attendre à beaucoup mieux, mais voilà, la stabilité c'est un élément qui manque au Milan depuis plusieurs saisons. Cette saison justement on n'a pas dérogé à la règle. Espérons que cette dernière arrivera en seconde partie de saison, mais voilà, un bilan quand même bien moyen pour un Milan qui, je pense, aurait pu quand même viser mieux si certains aspects avaient été mieux négociés au cours de cette première partie de saison. Bah surtout là, les dernières rencontres, les 4 dernières équipes qu'on a Tout à rencontrées, fait. franchement, on aurait pu faire mieux. Déjà, c'est Carpi, c'est quoi l'autre match nul qu'on a fait ? Verona. Voilà, Verona, donc c'est vrai que ça c'était assez énervant, comme on avait fait le match nul contre l'Atalanta si je ne m'abuse. Enfin il y a des matchs qu'on aurait dû gagner en étant plus sérieux, en étant plus attentif, en étant plus appliqué, mais c'est Nico qui va nous faire part de son sentiment. Après donc toujours ces 4 mois de compétition. Nico, t'es allé souvent au stade je sais, alors est-ce que c'est mieux que l'année dernière, moins bien, qu'en penses-tu ? Franchement, c'est du même niveau. Et hier, j'étais au stade à Frosinone. Mais franchement, je trouve qu'on a notre place. Voilà, on peut espérer mieux, comme tu viens de le dire et comme Gilles l'a dit. Il suffisait de battre Carpi et Verona qui sont donc relégables et qui sont quasiment déjà signé leur billet pour la Série B l'année prochaine. Et j'irai avec 4 points en plus, tu te retrouves à 2 points de la deuxième place, si je dis pas de bêtises, ou de la première place. Enfin, ça prouve quand même qu'il manque pas grand chose à ce Milan pour être mieux et viser l'Europe. Mais je pense qu'il lui manque encore beaucoup pour être là, parce que la preuve, on n'est pas capable de gagner ce genre de petits matchs qui nous permettraient d'être mieux au classement. Alors là, on va avoir Bologne au prochain match qui est en train de se refaire une santé avec Donadoni. Mais bon, on va retrouver après les Cadors contre qui on est tombé, c'est-à-dire la Fiorentina. Et je pense que malheureusement, ce Milan n'apprend pas de ses erreurs. Et j'ai peur qu'on retrouve le même Milan dans cette seconde partie de saison, c'est-à-dire un Milan qui, au moment où il faut gagner des matchs, n'arrive pas à les remporter. Et qui s'incline toujours face au plus fort, en ayant toujours cette impression que on n'y arrive pas, on n'arrive pas à marquer des buts, il manque toujours énormément de choses. Au niveau du jeu, il n'y a rien qu'à changer, que ce soit Soupipo ou Mihailovic. Il suffit de voir quand même qu'on n'a que 3 points de plus, avec un recrutement entre guillemets XXL par rapport aux autres coachs qui n'ont jamais eu ça. Donc ça prouve que Mihailovic n'a toujours pas la formule. Le seul rayon de soleil qu'il peut y avoir pour ce Milan, c'est la Coupe d'Italie avec une autoroute pour la finale et qui pourra peut-être apporter de baume au cœur aux tifosi. Le fait que malgré nos contre-performances on soit finalement pas si loin des premières places, ça montre aussi que la concurrence n'est pas si rude. C'est-à-dire que quand on voit, moi j'ai vu les matchs du Milan contre l'Inter, contre la Juve, il n'y avait pas une énorme différence sur le terrain entre les deux équipes à chaque fois, quoi. C'est sûr, mais bon, si on... Non mais on perd à chaque fois, c'est vrai, parce qu'il reste quand même supérieur à nous. Que devant, entre guillemets, ils s'entretuent, c'est-à-dire que le Napoli a fait un très mauvais début de saison, ils sont partis comme une fusée. Là, on a eu de la chance que la Juventus aussi perde 4 matchs sur les 6 ou 7 premiers de la saison. Maintenant, ils sont sur 7 victoires consécutives. Si la Juve continue à ce rythme-là, malheureusement pour nous, ça va être encore un nouveau titre pour la Juve. L'Inter reste quand même une équipe quand même très solide défensivement, et comme on dit toujours en Italie, c'est celle qui prend le moins de buts des fois qui est champion. Je crois que c'est la meilleure défense du championnat italien. Et la Fiorentina produit l'un des meilleurs footballs d'Italie maintenant depuis 2-3 ans. Sous Montella est là maintenant avec le Portugais aux commandes.
qui est en train de faire vraiment quelque chose de beau. Il y a que la Roma qui a bien commencé et qui, avec Rudy Garcia, est en train de s'écrouler. Mais bon, le problème qui se passe, c'est que les gros de devant se battent entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un suivi. Mais bon, le Milan quand même montre quand même qu'on est à 4 points, ça veut dire qu'on n'arrive pas à suivre ce peloton de tête qui malgré tout laisse traîner pas mal de points. Et à la Fiorentina, il y a un petit jeune de 21 ans qui s'appelle Bernardeschi qui est très bon. Très bon, et encore un. Je sais pas, il est pas premier à la Juve celui-là. Tom, tiens, vas-y Tom, ça va être à toi de parler d'abord sur le Milan, mais d'abord petite anecdote, Bernardeschi, alors c'est quoi son avenir? Il est vraiment très bon. Il a franchi un cap cette année, même s'il joue un poste qui n'est pas d'habitude le sien, parce qu'il est plus ailier gauche et là il joue ailier droit dans le 3-5-2 de Sousa. Et non, il est vraiment bon. Par contre, je crois que tu confonds, c'est Berardi qui est plutôt premier à la Juve. Non mais Berardi, je savais. Bah, mais comme la Juve a quasiment tous les meilleurs jeunes déjà sous sa coupe, je me posais la question. Bernardeschi, je crois pas. Il veut pas entendre parler de la Juve, je crois même, le gars. Ah bah c'est pas plus mal, c'est pas plus mal, ça nous laisse peut-être une chance, même si les étrangers vont se ruer sur lui. Allez Tom, sur ce Milan. Il y a deux axes à avoir, donc l'aspect on va dire comptable au niveau du classement. Je me souviens qu'en début d'année, quand on avait fait les objectifs, j'avais dit top 5 au grand maximum et essayer de retourner en Europa League. On est 6ème dans la zone euro, on est dans les clous, donc je suis pas spécialement surpris. Là, je regarde le classement, il y a Naples, il y a l'Inter, il y a la Juve, il y a la Roma et il y a la Fiorentina. Soit que des équipes que j'avais jugées au départ meilleures que nous, qui sont devant nous et qui produisent un meilleur jeu que nous. Donc pour le moment, je suis pas vraiment surpris. Est-ce que ça peut changer avec les retours de blessures, avec peut-être une meilleure stabilité parce que les jeunes s'installent, etc. Ou est-ce que tu penses que c'est définitivement terminé, qu'on pourra jamais cette saison rivaliser avec ces équipes-là? Pour moi, on est en dessous. Malgré les retours. J'entends des Menez, on attend impatiemment Menez. Moi, j'y crois pas un brin. Balotelli encore moins. Et Boateng, je préfère même pas en parler. Ah non, mais c'est pas à celui-là que je pensais. Voilà, donc non, on est en dessous de ces équipes-là. On est à notre place, à moins d'un vrai mercato hivernal, et j'y crois pas un brin non plus. On est en dessous. On peut essayer de viser l'Europe, soit par le biais de la Coupe d'Italie, où il y a un tableau vraiment très favorable avec, je crois, Carpi, puis un duel de série B, c'est 3ème division en Italie. Ouais. Donc on a moyen d'accrocher l'Europe cette année, à nous de pas foirer. Par contre, viser au-dessus, ce serait se vendre des rêves, parce qu'on est vraiment en dessous de ces équipes. Non, le seul bémol que j'ai à voir, c'est par rapport au jeu. On a chié, pour parler un peu grossièrement, sur Inzaghi qui produisait aucun jeu. Je rejoins Nico, je me fais autant chier, voilà, en regardant le Milan, parce qu'il n'y a pas de jeu, c'est inégal. C'est des moments où on peut prendre du plaisir. Je prends l'exemple de hier, où la deuxième mi-temps est presque agréable, mais où on se tape une vulgaire purge en première. C'est inégal, c'est médiocre, c'est pas précis, on ne suit pas le projet de jeu, je passe de 4-3-1-2, 4-3-3, 4-4-2, c'est sans qu'il y ait rien qui fonctionne sur la durée. C'est plus ça le vrai reproche que j'aurais à faire dans cette équipe sur cette première partie de saison. Donc c'est d'abord tactique selon toi, voilà. Effectivement il y a beaucoup de choses à dire de ce point de vue là. Alors moi c'est vrai que je suis assez partagé également, ça fait des années que je souhaite un rajeunissement de l'équipe type et pas seulement de l'effectif, et que je réclame du temps pour laisser travailler les jeunes. Alors on a un gardien de 16 ans qui aura 17 ans dans 2 mois, un défenseur central de 20 ans, un nouveau milieu de terrain de 24 ans, Bertolacci, qui va certainement récupérer sa place de titulaire, et notre meilleur joueur, Bonaventura, qui a 26 ans, bon ce qui est plus vraiment très jeune, mais quand même, c'est mieux déjà que ce qu'on avait les années précédentes, où c'était plus la maison de retraite, la Milan AC. Alors évidemment c'est pas suffisant, et j'aimerais déjà notamment, et je n'arrête pas de le dire d'ailleurs à chaque émission, qu'on donne plus de temps de jeu à Calabria, que je souhaiterais titulaire en septembre, mais vu qu'Abate n'est pas au top, c'est le moins qu'on puisse dire, ce serait pas mal de voir Calabria un petit peu plus, mais je trouve qu'on prend quand même le bon chemin, et je rappelle juste que si on avait été intelligent, on aurait aujourd'hui des joueurs comme Baselli et Saponara quand même qui étaient chez nous, et je rappelle qu'on a viré Saponara pour faire jouer Honda quand même, faut le rappeler ça aussi. Donc quand on voit ce que fait Honda aujourd'hui, je parle même pas de ses déclarations, ça fait peur. Donc le Milan est 6ème à la trêve avec des prestations certes, vous avez raison, très irrégulières, mais qui vont avec le nouvel entraîneur, les jeunes qui ont besoin de temps, mais qui sont paradoxalement les meilleurs, on y reviendra, et les 50% de nouveaux titulaires, parce que si je regarde, on a quand même Donnarumma, on a Romagnoli, on a Kučka, on a Bacca, et je peux ajouter Alex Cialci et Nyang qui jouaient pas l'année dernière. Donc ça fait quand même beaucoup de titulaires cette saison qui ne l'étaient pas la saison passée, et c'est pas si surprenant finalement, Gila, qu'on soit irrégulier avec autant de nouvelles têtes. Oui, tout à fait, c'est pas surprenant car on a bien vu, comme Tom l'a dit, que Mihajlović a modifié plusieurs fois son schéma de jeu. Donc tout d'abord un 4-3-1-2
qui n'a pas satisfait. Ensuite on est passé au 4-3-3 qui n'a lui encore pas satisfait, vers le 4-4-2, schéma tactique aujourd'hui utilisé par Mihajlovic. Donc pour moi c'est déjà très très révélateur quant au manque de stabilité du Milan, manque de stabilité qui évidemment influe sur les performances. Et justement ta remarque est intéressante MJ, car on a un joueur comme Cerci par exemple qui était tout simplement au placard la saison passée, la demi-saison qu'il a faite au Milan l'an passé, et qui a pu retrouver une place de titulaire, et qui au final justement n'a pas confirmé les espoirs placés en lui, les rares espoirs. Il a l'image de l'équipe, il est irrégulier, plus irrégulier que Cerci, parce que parfois il te sort, mais même dans un même match si tu veux, c'est-à-dire que Cerci c'est vraiment l'illustration de ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est le mec qui est capable de te faire la passe décisive, éventuellement le but, et de passer 2-3 fois l'adversaire, mais juste avant il y a les 15 fois où il passe pas, où il sait prendre le ballon bêtement, il oublie de le donner si tu veux. Donc c'est pour ça que Jérémy Ménez, que je porte pas dans mon cœur et qu'on a critiqué ici la saison dernière malgré ses buts, je pense qu'il serait meilleur au niveau percussion. Il est meilleur que Cerci, mais... C'est ce que je dis, il serait meilleur niveau percussion, Nico. Ah oui, c'est sûr, très clairement. On voit bien qu'avec un joueur comme Cerci qui a quelques fulgurances, que le Milan ne s'en sort pas avec ce genre de joueur qui est totalement irrégulier. Et bon, point positif que l'on peut quand même reconnaître cette saison, c'est que sur le plan défensif, Mihajlovic a à peu près réussi à stabiliser sa défense. Et c'était mal parti. C'était mal parti d'ailleurs, mais voilà, un manque de stabilité qui nous préjudicie pas mal, et auquel honnêtement on aurait pu... lequel on aurait justement pu éviter, je pense, en gérant mieux notre phase de mercato estival, en se débarrassant d'un certain nombre de joueurs qui n'ont clairement rien à faire dans cet effectif, tout simplement. Bien, alors Nico, l'irrégularité, tu la comprends avec les arguments qu'on a donnés, ou tu ne l'excuses pas malgré tout? Est-ce que toi tu serais prêt à donner du temps de jeu sur la longueur à ces jeunes, enfin aux quelques jeunes qui jouent, parce qu'effectivement il n'y en a pas des masses finalement si on regarde bien, parce que c'est vrai que c'est toujours le même débat si tu veux, c'est-à-dire que ça fait depuis 2007 qu'on n'a pas gagné, enfin on a gagné le titre avec Allegri, mais je l'oublie celui-là parce qu'il n'y a pas de concurrence, mais je veux dire depuis 2007 qu'on n'a pas gagné de vrai titre, et depuis 2009 quand Ancelotti est parti, en gros que c'est la purge chaque année, on va dire ça comme ça, à des degrés différents effectivement, mais si tu veux c'est la première année où réellement on commence à lancer un petit peu des jeunes. Est-ce que tu es prêt à donner du temps à cette équipe, ou est-ce que finalement tu es trop impatient et tu veux des résultats tout de suite? De toute façon on est avec eux, donc là pour l'instant on est parti avec eux, on va pas changer encore toute l'équipe, mais je dirais après ça dépend de quel jeune dont tu parles, parce que par exemple Niang, pour moi c'est un Cerci bis ce Mbaye Niang. Tout le monde ne sera pas d'accord. Hein. Moi, je trouve, il a ses fans. Hein. Bien sûr, non mais il est capable, parce qu'il va vite, il tente des dribbles, de faire quelque chose, mais quand je voyais hier le match de Mbaye Niang, je dirais c'est pas que celui-là d'hier, il y a eu le match contre la Sampdoria où il met 2 buts, où il est incroyable, où il a fait la une de la Gazzetta, et on est parti sur Mbaye Niang, peut-être la future star du Milan, et Mbaye Niang est retourné dans ses travers. Si Mbaye Niang était si dingue que ça, faut le savoir, il jouerait pas au Milan AC. Actuellement, il y a quelque chose qu'il faut bien se dire, c'est que tous les joueurs qui sont vraiment très bons, ils vont partir du Milan AC. Tant qu'on restera à ce niveau, on pourra pas les garder. Et j'ai du mal à croire qu'un jeune comme Mbaye Niang soit la nouvelle révélation du Milan pour cette saison, et à mon avis il va très vite rentrer dans les clous avec le retour de nos attaquants qui sont Balotelli et Menez. Après, pour ce qui est de l'irrégularité, ça fait des années pareil que nos joueurs sont réguliers. Pour moi ça c'est une question de niveau aussi de certains joueurs. Tu parlais tout à l'heure que Mihajlovic, enfin c'est Gilak, il a réussi à stabiliser la défense, mais il n'y avait rien de dingue à stabiliser cette défense. Il y avait Zapata derrière, elle ne pouvait pas être stable déjà pour commencer. On connaît le flop 3, c'est pas tout de suite hein. Non mais c'est pas une question de ça, mais on a eu Mexès, on connaît ses défauts et ses qualités, capable d'enchaîner 4-5 bons matchs et de passer 4-5 matchs à travers. On savait, enfin moi personnellement de tous les défenseurs qu'il y a au Milan AC, on sait tous que Romagnoli est le patron de la défense. Et à 20 ans. Et à 20 ans, et qu'il lui faut à côté on va dire un bon copilote. Mais pas l'État et où? C'est ça le problème? Oui aussi, mais voilà, mais on va pas dire les joueurs qui sont pas là, mais dans les joueurs qu'on a, on nous appartient. On a Eli, Mexès, Zapata, Alex, on sait tous qu'Alex c'est le moins mauvais, il fallait juste mettre Alex sur le terrain. Alex... C'était pas acquis avec ses blessures. La saison passée, c'était... Bien sûr, c'était pas acquis, mais même quand il était là au début, il a donné confiance à Eli. Ah oui, oui. Bon, moi le premier que j'avais pas vu, mais j'avais entendu parler qu'il avait fait de bons matchs. Eli, il a joué 2 matchs et s'est raté contre la Fiorentina et le Napoli. Mexès, qui au départ, quand Mihajlovic comptait pas dessus, au final, bon, il y a eu un bon match contre la Sampdoria en coupe, on est passé pas loin de la catastrophe. Zapata, on n'en parle même plus. Donc... Après, on a une défense, bon, on a des latéraux, on va revenir plus tard, mais il y avait Diego Lopez qui était pas capable d'arrêter un but. C'est pas une question que Donnarumma soit un génie, on mettait Abbiati, j'en suis sûr qu'on en prenait moins aussi. Hein. Non, mais enfin, tu peux pas dire que Donnarumma est mauvais quand même. Non, je dis pas ça, mais
le truc qu'il y a, c'est que stabiliser cette défense, pour moi, c'était pas quelque chose de dingue, qu'au bout d'un moment, on le disait tous, il fallait enlever Diego Lopez, et il fallait enlever Zapata, quoi. Je veux dire, j'ai un moment, quand t'as chaque mec qui te coûte un but ou un carton rouge, je veux dire, il faut les enlever. De toute façon, on pourra pas être plus mauvais que ce qu'on avait à ce moment-là sur le terrain. Après, de toute façon, le Milan AC, ce qui manque à la base dans cette équipe, c'est de la cohésion, un sens collectif et du jeu, quoi. Je veux dire, on peut pas gagner un match sans aligner 3-4 passes. Hier, fallait voir sur le terrain, à un moment, il y avait tous les joueurs, que ce soit Frosinone et les joueurs du Milan, qui étaient sur le côté droit du terrain. Il y avait personne couloir côté gauche, pouvait envoyer un grand ballon. Ah mais il y avait des chillots titulaires aussi. On dirait qu'ils ne savent pas se placer, c'est ça qui est dingue, je dirais. Et après, il y a des joueurs qui sont pas à leur niveau. Bertolacci, bon, commence un petit peu à arriver. De Jong, le peu de fois qu'il a joué, n'a pas été au niveau. Montolivo, j'y reviens plus. Oh, t'es dur. Il a été mauvais hier, c'est vrai, mais enfin. J'y reviens plus. Depuis non, je suis pas d'accord. Luis Adriano, on attendait mieux. Oui, ça c'est vrai. Voilà, Abaté, on attendait mieux. On attend mieux aussi cette saison. Il y a plein de joueurs qui sont, au final, on est à notre place, comme a dit Tom. On est à notre place. On est 6ème. On a des joueurs qui sont pas capables d'aligner 7-8 bonnes performances, c'est pour ça qu'on n'arrive aussi pas à enchaîner les victoires consécutives et qu'on n'arrive pas à battre des mal classés. Donc il y a que certains joueurs comme Bonaventura et Romagnoli qui cette saison pour l'instant il y a strictement rien à dire. Et Donnarumma. Oui, Donnarumma, enfin voilà, vous voulez de qui je parle, qui font leur match et on sait qu'à chaque match, il y a une bonne performance et au contraire des fois quand ils sont pas bons, on les remarque tout de suite. Oui, mais c'est vraiment rare hein, parce que là oui, ça non mais voilà, par exemple Bonaventura hier, je l'ai trouvé un peu ouais, mais la moitié des doigts d'une main, Nico. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur l'exception qui confirme la règle. Non, mais je veux dire, ces joueurs, on attend tellement. Au final, on se repose tellement sur eux. Parce que on sait que les autres, parce qu'on sait que sur ces joueurs-là qu'on peut compter. Alors je répète, 16 ans, 20 ans, 26 ans, hein, les joueurs en question. Faut quand même le rappeler. Hein. C'est-à-dire que c'est sur eux qu'on compte. Même Romagnoli, hein, il a pas été dingue hier. Hein, et non, mais c'est ce que je dis, c'est sur les doigts d'une main. Non, mais on est d'accord, mais enfin on parle de l'exception là. C'est ça, c'est ce sur quoi je veux insister. Alors Tom est à peu près d'accord d'après ce qu'il m'explique. Seulement, je voudrais quand même te donner la parole là-dessus. Et puis il y a une question quand même qui traverse l'esprit. Je pense que Gila pourrait y répondre également. J'ai pas trop suivi, mais alors est-ce que Bi va signer ou pas? Parce que ça fait quand même, c'est l'Arlésienne ce truc-là. On en parle depuis l'été dernier et on voit rien arriver. Alors Tom, t'es au courant? Honnêtement, c'est tellement un feuilleton à l'eau de rose, un peu comme on voit à la télé, que j'ai arrêté de suivre. C'est un coup il signe pas, un coup on a l'impression que c'est du pipeau, puis c'est pas du pipeau, il va signer le mois d'après. On nous dit, alors il va avoir rendez-vous en novembre, puis en décembre, et au final, rien ne signe. Donc ça pue l'arnaque. Enfin, mon ressenti, c'est que ça pue l'arnaque. On rappelle quand même que Berlusconi a avancé l'argent pour les transferts, les 90 millions là, de l'été dernier, c'est Berlusconi qui a avancé, il est censé se faire rembourser. Donc c'est assez rigolo, enfin rigolo pas pour lui, mais nous on va se marrer si jamais Bin signe pas, ça va faire du cache-car ça. On va se marrer jaune en tout cas, parce que si on se fait pas rembourser, Berlusconi va bien devoir rembourser quelque part et en vendant donc les joueurs. Donc ça serait quand même pas mal que Bi arrive, sinon on va être un peu dans la panade. Et Galliani a déjà annoncé qu'il n'y aura aucune grosse arrivée à ce mercato du mois de janvier, moi c'est clair. Oui, parce qu'il compte sur Balotelli et Menez pour redresser. Et Boateng, bien sûr. Ça veut dire aussi qu'à la base, il devait avoir un mercato au mois de janvier qui devait être conséquent avec l'arrivée de Bi, soi-disant. C'est ce qu'on avait fait comprendre à tous les tifosi. Pour pouvoir encore aider le Milan à arriver en haut. Déjà, on n'est à aucune grosse arrivée. Ça veut dire qu'on va avoir du second couteau. S'il y en a, et on les connaît, les seconds couteaux, comment ça fonctionne au mercato du mois de janvier avec le Milan. Donc, on va aller voir du côté du Genoa comme d'habitude. Voilà. C'est ça. Mais ils sont peut-être meilleurs que chez nous, faut se renseigner. Hein. Il y a peut-être. Le Genoa cette année, c'est pas brillant. Ah, dommage. Bon. Gila, ton sentiment sur l'arrivée de Bi avant qu'on passe au top, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que t'es optimiste? Est-ce que parce que c'est vraiment ce truc-là, on en parle dans les journaux, c'est assez inquiétant ce qu'on a lu ces dernières semaines. Tout à fait. À vrai dire, je suis assez sceptique. Je suis comme vous un petit peu cette histoire de près. Les dernières infos font état justement de difficultés de Bi à rassembler la somme fixée par Berlusconi pour l'achat des 48% du capital social du Milan. Donc déjà une information intéressante à ce niveau-là. L'arrivée de Bi n'aura pas lieu avant quelques mois en 2016. Dès janvier, alors que l'on évoquait déjà une première arrivée en octobre, qui a été décalée à décembre et qui ici est de nouveau décalée au mois dans le courant 2016. Et justement, élément inquiétant, je trouve, c'est que il y a quelques semaines, un fonds chinois a investi, je n'ai plus la somme exacte en tête, a pris en tout cas une participation dans la holding qui détient Manchester City.
Et les investisseurs chinois en question sont affiliés, sont liés à la banque chinoise, évoquée justement pour réaliser ce partenariat avec BIP pour l'achat des parts du Milan. D'accord. Donc moi, ce que ça me fait dire, c'est que ce Mr. B justement n'est pas forcément un investisseur des plus fiables, car cette banque chinoise justement finalement n'a pas décidé d'investir avec lui dans le Milan, car ça aurait pu très clairement accélérer le mouvement. Ce n'est qu'une supposition, mais pour moi c'est quand même assez révélateur quant aux difficultés de ce Mr. B à rassembler la somme demandée par Berlusconi, et ça met quand même un peu en doute son sérieux et sa crédibilité. Apparemment, de ce qui est dit, les négociations entre B et Fininvest, donc la holding qui détient la majorité des parts du Milan, sont encore en cours. C'est ce que déclare justement cette holding à la presse pour calmer un peu tout le monde, car désormais les dates de closing, c'est-à-dire les dates d'officialisation d'entrée effective de B dans le capital ne seront plus dévoilées pour éviter la moindre toute mauvaise surprise. Donc c'est un peu le flou, et à vrai dire je suis quand même assez sceptique à l'égard de ce B qui, rappelons-le quand même, a déclaré vouloir investir dans le club depuis mai 2015. Donc d'ici quelques mois ça fera presque un an, alors que l'opération était quand même censée se goupiller quelques mois après. Donc honnêtement je suis très sceptique à voir pour la suite, mais c'est quand même assez mal embarqué de la faire une cash car. Peut-être pas, car justement un préaccord avait déjà été signé entre le Milan et B, donc de toute manière, si B rompt cet accord, des indemnités devront être versées au club. Mais voilà, je suis quand même assez sceptique. Enfin ça, plus le stade avorté, ça fait quand même très amateur. Oui, ça fait pas mal. Et je parle pas du départ, du pseudo-départ de Galliani il y a 1 an et demi, 2 ans, qui était censé être remplacé par Barbara Berlusconi officiellement, etc., qui s'est pas fait. Enfin, je parle pas des transferts, etc. Enfin, ce club quand même qu'on supporte, qu'on soutient toujours, nous, malgré tout, contre vents et marées, ce club depuis quelque temps fait preuve d'un amateurisme sidérant. Petite réflexion quand même, je précise que ce sujet n'était pas du tout prévu et ça montre aux auditeurs à quel point Gila, qui n'avait pas préparé, peut-être au courant, très au courant dans les moindres détails de tout ce qui se passe, parce que alors j'étais bien incapable moi de raconter toutes les news sur ce sujet, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai posé la question. Bon, je te remercie. Mais non, mais c'est de rien, c'est la moindre des choses de reconnaître tes talents et ta connaissance et ta maîtrise des rouages, y compris en coulisses, de ce club décadent. Non, pas décadent, allez, je vais me retenir. Quel Milan AC? Non, parce qu'avec les jeunes, je trouve qu'on prend la bonne pente. Moi, je suis moins pessimiste que vous. Je suis un peu déçu, évidemment, par les prestations. On l'a dit, hein, on est d'accord. Mais je trouve quand même que la titularisation progressive de certains jeunes va dans le bon sens. Donc, j'ai envie plutôt de voir une lueur d'espoir et la lumière au bout du tunnel. Mais on passe à notre rubrique phare. Il a fallu en trouver 3. Et c'est Nico qui s'y colle. Le top 3, en commençant, Nico, dans l'ordre croissant. Donc, par ton numéro 3. Mon numéro 3. Alors, que je réfléchisse bien, numéro 3, je voulais mettre Alessio Romagnoli. Donc pour sa première saison au Milan, il s'est affirmé comme un patron malgré le gros transfert de cet été, 25 millions d'euros. Bon, pendant un certain temps, on a même cru que le Milan n'allait pas les mettre car il voulait pas monter plus haut que 15, mais son talent a forcé Berlusconi à sortir 10 millions de plus. Et pour l'instant, il nous les rend très bien, en espérant qu'il confirme par la suite en devenant un patron et en étant encore meilleur que ce qu'il est actuellement. Numéro 2, Jack Bonaventura. Rien à dire, je crois que ça fait quelques top 3 maintenant qu'il est dedans. Il prend de l'ampleur à chaque saison qui passe, chaque match qui passe. C'est devenu... avant c'était un leader par son niveau de jeu, maintenant c'est devenu même, je pense, un leader de vestiaire. Il faut le voir remettre les gars en place quand ça ne va pas. Il parle beaucoup. C'est lui des fois qui sonne la révolte comme contre la Sampdoria en coupe lorsque certains joueurs ne sont pas au niveau en leur disant d'en faire plus. Et c'est tant mieux pour nous en espérant qu'on arrive à le garder parce que c'est vrai qu'un joueur comme c'est des joueurs qui peuvent jouer la Ligue des Champions et ce serait bien de décrocher quand même une Coupe d'Europe pour essayer d'en garder quelques-uns parce que au bout d'un moment il y a certains, sans parler de grands clubs mais juste déjà des clubs en Italie qui peuvent être intéressés pour avoir Jack Bonaventura. Alors juste un truc avant que tu passes à ton numéro 1, ça fera le suspense. Là tu viens de citer 2 noms. Donc Romagnoli, tu rappelles qu'on a failli pas mettre les 25 millions et Bonaventura me semble-t-il était le 2e choix. Oui, au départ c'était Lasna Diarra, je crois. Voilà, c'est un truc de fou.
Biabiani, effectivement. Bienvenue, oui, bienvenue. Non mais c'est un truc de fou, c'est-à-dire que là on a notre top 3, on a donc les meilleurs joueurs qui sont là, et d'ailleurs on a le même, enfin en tout cas là je sais pas qui sera ton numéro 1, mais numéro 3, numéro 2 c'est pareil chez moi, et on s'aperçoit que finalement ils auraient pu ne pas venir quoi, tu vois, c'est-à-dire que c'est in extremis, c'est presque un coup de bol, et je trouve ça sidérant quoi, ça montre là encore une fois que il faut s'en remettre à la chance pour qu'on réussisse à transfert, quasiment, je trouve ça fou quoi. Bon allez je te laisse parler de ton numéro 1. Bah moi c'est Carlos Bacca. Voilà. Je sais que il y a des moments sur le terrain, il n'a pas été top, parce qu'au niveau de jeu, même niveau techniquement, il n'a pas été dingue, même hier contre Frosinone non plus. Mais bon, je veux dire, quand on marque 9 buts en tirant, je crois, 23 fois au but, dans cette équipe où avoir une occasion révèle un peu de la séance, il n'y a rien à dire, quoi. Sans lui, je pense qu'on enlève, alors on peut mettre quelqu'un d'autre, hein, mais sans lui, on a 4 places en moins. Voilà, je veux dire, c'est un joueur qui me plaît déjà par son caractère, il ne lâche rien même quand il n'est pas au top. Ça, c'est la mentalité aussi sud-américaine. La garincha, comme ils appellent ça. Et voilà, avec Bacca, t'es tranquille, quoi. Faut juste lui donner les ballons, et il te les mettra faut lui donner les ballons dans la surface, surtout, et il te les mettra au fond. Et pour ça, faut retrouver un peu de jeu, mais en tout cas, voilà. Merci à Carlos Bacca d'avoir déjà mis, je crois, 9 buts cette saison, en 17 apparitions ou 16 apparitions, parce qu'il faut pas oublier non plus qu'au départ Mihailovic le mettait un peu sur le banc. 2 fois l'a mis sur le banc et l'a fait rentrer aussi en cours de match, donc voilà. Bon, moi je comprends ton enthousiasme, et c'est vrai que c'est un très bon attaquant. Maintenant, je nuancerai un petit peu quand même, parce qu'il y a plusieurs matchs où il m'a exaspéré par des contrôles ratés, des passes ratées, des appels ratés. Souvent, je sais qu'il n'y a pas énormément de centres, c'est vrai, mais quand il y a un bon centre, il faut qu'il arrive à l'heure, c'est-à-dire que souvent il arrive en retard. Donc c'est vrai que les stats sont pas mal du tout, mais il est resté un petit moment sans marquer, donc j'aimerais qu'il soit plus régulier, et évidemment qu'il soit mieux servi, ça va de soi. Mais je l'exonérerai pas de tout, c'est-à-dire qu'il doit lui aussi monter son niveau de jeu, même si son niveau de jeu est supérieur à la plupart de ses coéquipiers, je suis d'accord, hein. Mais tu as bien décrit ses qualités, et c'est vrai qu'il lâche rien, c'est vrai que physiquement il est très affûté, et ça fait plaisir. Donc très bonne recrue, on espère qu'il sera mieux servi au deuxième trimestre. Tom, c'est à toi. Bah, les noms vont être un peu similaires, je vais juste en rajouter un, parce que miracle, parce que malgré notre niveau de jeu, j'en ai pas trouvé 3 mais 4. Alors un ex-aequo en 3ème position, c'est Bacca et Donnarumma. Alors Bacca, c'était le joueur un peu attendu, donc c'était la recrue phare du club. C'est un peu comme a dit Nico, même si des fois il est pas top, il plante un nombre de buts incalculable, il a le meilleur ratio but sur tir cadré. Il me semble, je crois, parce qu'il avait dit 23 fois Nico, je pense que c'est même moins, c'est 15 ou 16 fois, donc c'est vraiment impressionnant. Oui, effectivement, s'il n'avait pas eu son petit passage à vide, je crois, courant novembre, il aurait sûrement été plus haut au classement. Mais en tout cas, sans lui, avec les Balotelli, Luis Adriano, Menez et je sais pas qui, on aurait été beaucoup plus bas au classement. Donc merci à lui, d'autant qu'il faut le rappeler qu'il sort d'un autre championnat, il avait petit temps d'adaptation, et arriver à marquer autant de buts avec aussi peu de bons ballons et avec autant de peintres à côté de lui, c'était pas évident, donc bien joué. Pour Donnarumma, c'était plus l'explosion, c'était le mec qu'on n'attendait pas. Même toi, tu l'attendais pas à ce niveau, je crois. Ah non, même moi, je l'avais dit, oui, peut-être l'année prochaine, avec un peu de chance, il arrivera à dégager Diego Lopez avant sa dernière année. Mais aussi vite, à 16 ans, pour moi, c'était pas possible. J'avais même dit en rigolant qu'il allait peut-être battre le record de Maldini. Et au final, il était, je crois, à 20 jours de le battre. Donc, il était quoi, 20 jours plus vieux que Maldini quand il avait débuté. Et au-delà de son apparition, il a quand même fait de très très bons matchs. Je crois que Diego Lopez était à 2 buts encaissés en moyenne. Donnarumma, il a moins d'1 but encaissé par match. Et beaucoup de parades. Beaucoup de parades. J'ai encore sorti une très belle hier. Il était il y a 1 ou 2 semaines, il faisait partie des meilleurs gardiens, enfin des gardiens qui avaient le meilleur pourcentage d'arrêt en Europe. Pour un gardien de 16 ans, c'est quasi miraculeux. On a même l'impression qu'il n'a pas 16 ans. Donc déjà qu'il continue comme ça. C'est vraiment impressionnant. Oui, moi il me bluffe. Donc voilà. Numéro 2. Numéro 2. Alors Romagnoli. Donc là, tout a été un peu dit. Hein. À 20 ans, c'est le patron. 25 millions, certains disaient que c'était beaucoup. Je vais rappeler quand même que c'est 25 millions payables en 5 fois. Donc c'était le fameux paiement Made in Galliani, qui pour une fois s'avère intelligent, parce qu'au final, on paye 5 millions tous les mois pour un des meilleurs défenseurs italiens actuels. Qui peut jouer 15 ans chez nous. Facilement, c'est il dégage une assurance vraiment impressionnante. Bon, le hasard fait qu'on enregistre cette émission le lendemain de son peut-être seul mauvais match de la première partie de saison. Oui, mais c'est anecdotique.
c'est anecdotique, effectivement, mais si ça reste un peu dans les têtes. Mais en soi, c'est pareil. On disait que sans Bacca, on perd 4 places au classement, mais à mon avis, sans Romagnoli et avec un Guignol comme Mexès ou comme Zapata, on joue le maintien. C'est vrai. Donc bravo à lui. Et en premier, Bonaventura, je pense que je vais pas faire long. C'est encore une fois notre meilleur joueur. Je crois qu'il est meilleur ou deuxième meilleur passeur du championnat avec 8 passes. C'est 8, je crois que c'était 6, d'accord. Non, je crois qu'il est à 7 ou 8 avec celle qu'il a faite hier encore. Mhm. Il a 4 buts, c'est-à-dire qu'il a fait déjà plus de la moitié des buts qu'il avait mis l'an dernier. Il en avance sur ses standards de l'an dernier. Comme l'a dit Nico, c'est devenu un cadre non seulement par le jeu, mais aussi par l'état d'esprit. C'est un petit bisou à Antonio Conte qui devrait peut-être un peu plus regarder les matchs du Milan, même si je sais que c'est pas la spéciale nationale. Je pense quand même qu'il aurait largement sa place en équipe nationale. Ah, Voilà. ça c'est certain. Ça c'est certain. Merci Tom, Gilles, c'est à toi. Alors, un top 3 presque identique au vôtre. Donc en troisième position, j'ai mis Donnarumma. Pourquoi Donnarumma? Pour justement, comme l'a signalé Tom, pour son explosion. Car honnêtement, personne ne s'y attendait ici, et au final, il a quand même démontré qu'il pouvait faire mieux que Diego Lopez, qui lui était un peu sur la pente ascendante. Et bon, certes, pas aidé par une condition physique pas optimale, mais il fallait quand même le faire. Arriver à s'installer dans les buts d'un Milan dans une phase compliquée, en reconstruction, c'est pas donné à tout le monde, et surtout à son âge, donc il faut avoir les nerfs bien accrocheur, voilà. Ce qu'il a su faire. Donc il a su, en plus de ça, s'installer, mais avec brio, en réalisant des parades éminemment décisives, de qualité. Donc pour ça chapeau, et donc cette troisième place. Ensuite en seconde place, donc Romagnoli, qui a de nouveau, comme je l'ai signalé tout à l'heure, stabilisé cette défense aux côtés d'Alex. Rien n'était acquis non plus le concernant, car c'est quand même un secteur, je dirais plutôt assez ravagé déjà depuis le départ de Maldini, puis ensuite de Thiago Silva. Le Milan avait du mal à trouver sa stabilité. Et Nesta. Et Nesta d'ailleurs, surtout Nesta, je l'ai oublié, qui avait du mal à trouver sa stabilité depuis ses départs, ce qui est désormais chose faite avec Romagnoli, qui a 20 ans, comme tu l'as signalé MJ, peut être titulaire dans ce Milan facilement 15 ans. Donc, Mais si on le voit pas au Barça d'ici là, quoi, évidemment. Voilà, tout à fait, si on ne vend pas au Barça d'ici là, s'il nous fait pas une Deschilio par exemple. Ah non, on parle pas de malheur. C'est bon. Et en première position, Bonaventura, qui a tout simplement porté ce Milan sur le plan offensif, et comme l'a signalé Nico, l'a aussi porté, je dirais, au niveau du caractère, par rapport à Montolivo, qui est quand même assez fade, et qui n'a franchement pas l'étoffe d'un capitaine. Bonaventura pourrait tout à fait lui succéder, et en plus de bien jouer, il a la grinta nécessaire, un état d'esprit combatif parfait, et en plus de ça, il se montre décisif, nous gratifie de gestes techniques quand même quand même presque assez brésilien pour un Italien, donc c'est vraiment satisfaisant pour une seconde saison. Il fallait quand même confirmer, bon, on n'en doutait pas, mais il fallait quand même le faire, donc première position pour moi, méritait le concernant. Alors j'avais pas prévu de dire ça, mais comme j'ai bien compris que Montolivo était l'homme à abattre, j'ai envie de le mettre numéro 4, parce que moi, contrairement à vous, alors je sais qu'il y a eu des matchs décevants, mais finalement pas tant, enfin décevants, des mauvais matchs comme hier, il n'y en a pas eu tant que ça finalement. Moi je l'ai trouvé soit correct, soit bon, soit très bon, parce qu'il a aussi sorti des très bons matchs. Sa première apparition notamment contre l'Inter était excellente, et puis quelle technique individuelle, quoi. Alors vous allez me dire, il y a eu des passes ratées ces derniers temps, je suis d'accord, mais c'est quand même au-dessus de la moyenne. Et j'aimerais moi qu'il soit mieux épaulé. Je vous trouve un peu dur, c'est-à-dire que certes, il a fait preuve d'irrégularité surtout ces derniers temps, et moi non plus je suis pas satisfait à 100% de ses prestations, bien sûr, c'est pas du tout mon discours, hein. Mais je vous trouve dur parce que l'étincelle de créativité et de technique, eh ben, il a su l'apporter parfois, surtout fin septembre, de fin septembre à fin octobre, j'ai envie de dire. Voilà, après ça s'est un peu gâté, c'est vrai. Il finit mal l'année. Ouais, non mais c'est vrai, j'espère qu'il va retrouver des couleurs. Mais enfin, on peut pas dire que Montolivo ça a été comme Zapata, comme Mexès et comme tous ces gens-là. Je veux dire, c'est quand même pas la même chose, quoi. Moi je l'ai trouvé plutôt bon, et j'ai trouvé d'ailleurs que notamment les 3 victoires d'affilée, là je sais pas si vous vous souvenez, les 2-1-0 et puis la victoire à la Lazio, correspondaient également à l'affirmation de Montolivo comme titulaire, et au passage au 8+3 aussi, mais ça je vais le dire tout bas. C'est mon sentiment à moi, parce que c'est la seule fois où on a aligné 8 Italiens titulaires, et comme par hasard c'est notre
notre meilleure série. Mais non, je vous trouve un peu dur avec Montolivo. Je peux comprendre qu'on attende plus, parce qu'on sait qu'il est capable de donner plus. Mais enfin, quand je vois les charlots qui se sont succédés à ses côtés, je me dis qu'il y en a d'autres qui doivent être critiqués avant lui, quoi. Enfin, je vais passer à mon vrai top 3, parce que ce que je dis là, j'avais pas du tout prévu de le dire. Donc, numéro 3, j'ai noté Romagnoli, excellent, rien à dire, justifie pleinement les 25 millions dépensés, d'ailleurs que tout le monde a oublié ou presque, hein, parce que c'est vrai que quand on a ce niveau-là à 20 ans, franchement, les 25 millions, on n'y pense plus. Numéro 2, je vais vite, Bonaventura, qui est le meilleur joueur de champ depuis son arrivée il y a 1 an et demi. Alors là, il y a technique, vision du jeu, qualité de frappe. Et cette année, j'ai envie d'ajouter dribbleur efficace, parce qu'on l'avait jamais vu dribbler autant l'année dernière. Il le faisait parfois, mais là, cette année, vraiment, il nous sort des dribbles chaloupés, des passements de jambes, etc. Et ça passe quasiment à chaque fois, parce que c'est pas le dribble de Nilsson, c'est le dribble utile avec lui. Et ça fonctionne, et ça crée des occasions, ça déstabilise une défense. Et il y a souvent une passe en retrait à la clé derrière qui peut être décisive si Baka arrive à temps. Ça, c'est pour Nico. Et joueur ultra complet, sans carence, qui devrait, effectivement, tu as raison Tom, être titulaire en sélection si le Chiti enlevait les œillères, quoi. D'ailleurs, j'espère qu'il va finir par le faire, et j'aurai l'occasion de le redire la semaine prochaine lors de la spéciale nationale. Et enfin, numéro 1, alors bon, moi je le mets, hein, Donnarumma, j'y vais, je fonce, parce que pour moi c'est le phénomène qu'il faut blinder jusqu'en 2035, hein, parce que c'est juste hallucinant ce qui est en train de se passer au Milan AC. Il faut pas minimiser quand même l'impact de cette titularisation. Le mec à 16 ans et 8 mois s'impose, fout dehors un type qui était titulaire au Real il y a 2 ans, qui avait mis Casillas sur le banc. C'est extraordinaire. On n'a pas vu ça depuis des années, depuis effectivement, je parle de notre club, hein, bien sûr, je parle pas de ce qui s'est passé ailleurs. On pourrait parler de Buffon à Parme, mais Parme, si à l'époque était un super club meilleur que le Milan actuel, mais je veux dire en termes de pression, on sait que Parme c'est pas Milan, quoi, hein, c'est un peu comme jouer à l'OM, c'est pas comme jouer à Monaco, quoi. Je veux dire, les journalistes sont là, on sait que c'est pas le même environnement, etc. Là, Donnarumma, il arrive serein avec son mètre 96 ou 98, je sais pas, il impressionne. Hein, c'est ça, combien il fait? Je sais pas, mais c'est une perche. 98, je voilà, crois. c'est pour ça tout à l'heure je crois que c'est Tom qui disait, ou je sais plus qui faisait pas son âge. Bah ouais, mais alors déjà physiquement quand on le regarde, effectivement il fait pas son âge. C'est-à-dire que même Oliver Kahn pourrait prendre 2-3 droites de Donnarumma, hein. Donc je suis impressionné. Départ, il va vite au sol aussi, ça il faut le dire. C'est-à-dire que quand on mesure, quand on fait cette taille-là, c'est pas si facile de se coucher rapidement. On a souvent vu ça avec les très grands gardiens. Et ben c'est pas Kalac, hein. C'est-à-dire que lui il se couche extrêmement vite et il a aucun mal à aller chercher les ballons au ras du poteau, ras de terre. Et donc je suis épaté, je suis bluffé, je suis impressionné, j'ai envie de dire pourvu que ça dure, c'est formidable. Il reste à titulariser Calabria, à rappeler Mastalli qui est super mal géré à Lugano par Zeman, et éventuellement à s'occuper de Modic aussi un petit peu, à recruter Bernaldeschi si on y arrive. Qu'y a-t-il Tom? Qui se démerde pas mal, Modic d'ailleurs, soit dit en passant, je sais plus dans quel club il est en série B, mais qui est peut-être parmi nos joueurs prêtés, celui qui s'en sort le mieux. Et ben voilà, je suis content de l'entendre parce que là j'étais pas au courant, donc merci pour la news. Recruter Bernaldeschi, rappeler Saponara, recruter Baselli dont je parlais tout à l'heure, qui était suivi par le Milan, c'est pour ça que je le citais depuis 2 ans, hein, Baselli, on en parlait au Milan à chaque intersaison, on l'a pas repris, on a préféré maintenir des gens comme Honda, on a préféré aller chercher Kuchka, etc. Bref, il y a des choses à faire dans cette équipe avec des jeunes. Ça fait 7 ans bientôt, 6 ans et demi que j'anime cette émission et que je réclame des jeunes. On commence à les voir, je vais pas bouder mon plaisir, j'en veux juste un petit peu plus. Voilà. Bon, on en a déjà un, Calabria, qui pourrait jouer titulaire. Mais on va passer au flop 3, parce qu'il faut pas rester trop longtemps quand même sur cette émission. Donc c'est à Nico de s'exprimer. Alors là, il y a l'embarras du choix, hein. Bah moi le flop 3, je commence par Montolivo. Oh salaud. Il se venge. Non, vas-y, je comprends d'un côté. Non, moi après le match contre la Lazio, il m'avait fait fermer mon clapet parce que je l'avais quand même descendu. Et je m'étais dit, bon, à ce niveau-là, Montolivo, mais tout le monde d'accord. Je veux dire, récupération, création de jeu, ouverture, des ouvertures de balles. Malheureusement, c'est beaucoup trop inconstant. C'est un match sur 5 comme ça de Montolivo. En plus, il porte le brassard. Et malheureusement, des prestations indigentes comme celle d'hier, moi j'en vois beaucoup. Mais t'en as trouvé que 2 pires que lui en fait. Non, c'est pas ça. Parce qu'après, j'ai pas voulu mettre les Zapata dans mon top 3. Ah, moi je l'ai mis. Parce que je les ai assez mis. Et j'attends plus rien de ces types-là, alors que Montolivo, j'en avais déjà ras-le-bol avant le début de la saison. Parce que je sais pas, j'en avais marre d'espérer. Et là, ça m'a confirmé que c'est le moment de passer à autre chose. Il y a certains joueurs aussi où il faut pouvoir passer à autre chose. Et Montolivo avec un brassard, c'était une façon par une grosse partie des supporters. Ça par contre, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. C'est l'un des plus mauvais capitaines qu'on a de l'histoire en termes de niveau de jeu, je veux dire. C'est encore après exemplaire, il est sûr et en dehors du terrain, je veux dire, par son comportement au niveau du caractère. Et puis tu reconnais qu'en valeur pure, il y a quand même quelque chose. C'est-à-dire que tu lui reproches son irrégularité, mais j'ai toujours voulu avoir Montolivo Milan AC. Hein. Mais voilà. J'ai toujours voulu, je suis juste un déçu. Mais enfin, ce que je trouve dur, et je te laisse la parole vraiment, c'est juste une toute petite parenthèse vraiment, c'est que on a l'impression que tu ne reconnais ses qualités que quand il est très bon. Et je pense qu'il a aussi fait des matchs bons
Tu vois, il a fait des matchs mauvais, c'est vrai, mais je pense contre qu'il y en a le pas tant que ça. Torino, il avait été bon. Contre Oui, la Lazio, oui. il a été très bon. Oui, contre l'Inter, il a été très bon. Contre Voilà, la il y a Juve, deux je crois matchs. qu'il a été bon aussi. Ouais, enfin oui. Enfin là, moi, sur là, j'y étais. J'en ai pas trouvé un qui a été bon ce jour-là. Par Oui, mais Donnarumma. D'accord. En même temps, tu trouves Antonelli pas bon, alors ça fait relativiser. Je le trouve. Je Allez, sais vas-y, que c'est pas continue, bon. continue, Bon. continue. Tu as pas mis dans Maintenant- ton flop 3, j'espère, Antonelli. Non, il n'y est pas. C'est bien, c'est bien. Numéro 2, alors, je vais mettre nos latéraux, Oh salaud. mais je vais mettre en tête de gondole Abaté. Oh salaud. Parce que déjà, Abaté n'a pas été au niveau depuis le début de la saison. Bon, il y a encore les blessures, on se rend compte quand même que c'est un joueur qui se blesse assez souvent. Non, ça c'est sûr. Alors c'est des petites blessures, mais bon, ça le met toujours 2 semaines dehors, quoi, il revient. Mais surtout, ce qui me dérange le plus, et c'est pas une question d'Abaté, parce que Deschilio était largement pire qu'Abaté, c'est qu'en fait, dans ce football moderne, on attend quand même un minimum de la part maintenant des latéraux. Déjà, moi je veux qu'ils commencent par bien défendre. Malheureusement, ils le font de moins en moins bien, les nôtres, actuellement. Bon, Mais Mbappé, dans à ces part cas-là- contre la Juve où il coûte le but, je trouve qu'il est plutôt présent défensivement, il gagne plutôt ses duels. Je trouve qu'il y a quand même des errements, et je pense que le fait que Romagnoli avec Alex est devenu une charnière solide, ont permis aussi à combler quelques faiblesses de nos latéraux au niveau défensif, parce que cette année, j'ai trouvé quand même des erreurs défensivement, par exemple de la part d'Abaté qui se fait prendre comme un couillon par un dribble, et en général il compense par sa vitesse, parce que le jour où il perd sa vitesse, Abaté, j'ai peur qu'il devienne vraiment un joueur très très Mais lambda. ça c'est vrai, mais il l'a pas encore totalement perdu. Non, pour l'instant il l'a pas. Alors Bah hier il marque un but sur une montée. Ouais. Mais ça montre sa hargne et son côté volontaire. Bien sûr, je lui dis pas le contraire, parce que Abaté ça reste un joueur que j'apprécie par la mentalité, mais c'est juste que je regrette, c'est là où j'ai dit que j'inclus nos latéraux, c'est qu'aujourd'hui dans le jeu du Milan AC, on dit qu'on manque de jeu, mais on a Kouchka au milieu de terrain qui à la base est là quand même pour faire le box-to-box, mais bon quand même, qui je trouve techniquement a quand même des ratés. Mais on a Enfin, des c'est pas un ailiers gars- sur le Que le box côté. to box. Hein. Pardon On a Plus des le ailiers. boxeur que le box to box. Oui, ça c'est sûr, bon jeu de mots, mais Nico, on a des ailiers sur le côté. Est-ce que quand tu as Cianci ou un autre d'ailleurs sur le côté, c'est toujours à Abaté de faire les centres? Voilà, non mais voilà, on a cherché sur, mais c'est pas ça, on a cherché sur le côté qui, comme on l'a dit, est irrégulier. On a Bonaventura, en fait, on attend que de lui que la magie opère en gros au Milan AC, et on a Montolivo que j'ai déjà cité, qui pour moi est censé arriver à créer quelque chose par une passe, mais à part des passes latérales ou en retrait, j'en vois pas non plus qui éliminent le jeu comme. Là, je cite quand même des maîtres, Iniesta ou Pirlo. Non mais évidemment, bon bah attends, mais oui, mais Nico, Oui, mais si on avait malheureusement- Iniesta et Pirlo au top de leur forme, on jouerait pas la 5ème place. Bien sûr, mais on a Montolivo au Milan AC, et donc c'est pour ça que je dis que nos latéraux devraient apporter beaucoup plus, mais quand on voit qu'on a quasiment aucun qui est capable de faire un centre correct, je veux dire, Deschilio, quand hier je l'ai vu partir déborder, on sait très bien que le ballon on va le perdre, c'est ce qui se passe à chaque fois. Alors Abaté hier, sa montée a suivi d'un but, sur une super passe au passage de Honda. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je mets nos latéraux, j'attends beaucoup plus de nos latéraux offensivement dans ce football moderne, en tout cas qu'ils apportent, pas qu'ils soient, pas des, j'attends pas de leur part que ce soit des Dani Alves, mais au moins qu'ils apportent de temps Non, en mais temps tu quelque chose, reconnais comme quand peut le même faire une par exemple un Fawzi Goulam ou un Lichtsteiner, à moindre mesure, qui sont pas des fantastiques joueurs, mais juste des joueurs corrects et qui savent faire très bien défendre et aussi attaquer. Mais Nico, tu reconnais quand même une chose, que tu mets dans le flop 3, un type qui est blessé tous les 15 jours, donc il y a des circonstances atténuantes contrairement à d'autres qui ne Oui. sont pas blessés. Donc Bien c'est pour sûr, ça que mais je dis, on attend quand même un peu plus d'Abaté, même quand il est sur le mais terrain. moi je suis aussi d'accord j'en qu'il y a- attends plus. Mais voilà. Bon, moi aussi j'en attends plus, mais je veux dire, il y a des mecs qui sont pas blessés et qui sont pires que lui, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont joué cette année et qui, je suis désolé, Abaté a été meilleur que ces gens-là, quoi. Bon après, je comprends les attentes, parce qu'Abaté est un international, parce qu'il a montré qu'il était capable de faire mieux par le passé. Surtout Moi comme ce que vous je dis dites, simplement, on a c'est quand qu'on même- peut résoudre le cas Abaté en titularisant Calabria plus souvent. Voilà. Ah, moi je dis pas le contraire, après je suis pas contre le fait que Calabria ne joue pas, c'est juste que moi j'ai pas que Abaté, je mets Abaté en tête de gondole parce que si j'achète un de nos latéraux, celui-là dont j'attends le plus c'est Abaté, car pour moi c'est le meilleur des 4. Voilà, après c'est En valeur pure, oui. c'est mon avis. Et alors Et ton pour- premier? Diego Lopez. Ouais. Je l'avais mis dans mon top 3 l'année dernière, pour le bilan de fin de saison. Et bon, ben, très déçu cette année. Bon, apparemment, il y a une blessure qui expliquerait aussi. Mais bon, s'il a joué, c'est qu'il était en mesure de jouer. Mais malheureusement, ce gardien de but, c'est pas pour autant que c'est un peintre ou un mauvais. C'est juste que bon, ben, il arrive au moment où derrière, à Milan, il y a un génie avec Donnarumma. Et Donnarumma a très bien su saisir sa chance lors de la blessure de Diego Lopez. On avait dit au moment où Donnarumma est rentré que peut-être... Enfin, moi je pensais qu'il allait pas faire la saison entièrement, mais vu le niveau du jeune, je pense qu'à mon avis, il est parti pour la faire sérieusement, la saison. Non mais plus que ça, la décennie. Voilà. La Mais Diego décennie, prions pour ça. Mais Diego Lopez est arrivé déjà au Milan pour remplacer, à l'époque on disait un Abbiati un peu vieillissant, mais bon, moi ça me dérangeait de prendre un Espagnol de 32 ans qui signait Ouais. pour 4 ans avec un salaire à 4 millions net, quand on sait à l'époque on voulait pas renouveler à Milan les trentenaires en leur donnant des gros salaires, Merci. plus d'un an. Donc
C'est pour ça, voilà, c'est malheureusement pour lui ça se goupille mal. On parle déjà d'un départ en Angleterre ou en Espagne pour cet hiver si possible. Mais on sait très bien que l'histoire de Milan avec Diego Lopez, elle s'arrête là. Voilà, c'est pas un mauvais gardien, il arrive. Il est pas arrivé à la bonne période et de toute façon il a jamais été. Ça a jamais été ça quoi. Milan AC. On reconnaissait qu'il était très bon comme l'année dernière, mais bon, comme on en a parlé, est-ce qu'on n'a pas vu qu'il était très bon l'année dernière parce qu'il subissait aussi énormément d'occasions. Après voilà, on peut pas non plus oublier, comme tu dis, qu'il avait mis Casillas sur le banc au Real Madrid, mais quand on voit après ce qui est devenu Casillas, il y a plein de choses qu'on peut se dire. Mais bon, Diego Lopez, pour moi, est un bon gardien, mais pas non plus un excellent gardien. Oui, enfin, c'était pas meilleur qu'Abbiati, quoi qu'il arrive. Et surtout, je suis d'accord avec l'argument du transfert à 32 ans. Moi, c'est surtout ça qui me choque. Je fais partie des gens qui pensent qu'on doit pas recruter au-dessus de 25 ans dans une équipe qui renouvelle, qui rajeunit, qui reconstruit. Donc là, on prenait le truc dans le sens inverse, qu'on va pas recruter des mecs de 32 ans. Et c'est pour ça, au départ, que j'étais pas pour la venue de Jong. C'est pas le niveau de Jong, c'est que je veux qu'on recrute des jeunes. Les vieux qui sont là, ce sont des vieux qui sont là depuis longtemps, mais si on va chercher des nouveaux joueurs, ils doivent être jeunes selon moi. Je suis désolé, on travaille pour l'avenir, et d'autant qu'on n'a pas les moyens en plus de se payer Messi, quoi. Donc faut pas déconner, ou Ronaldo, hein. Donc on sait très bien que si on recrute des joueurs soi-disant confirmés, ce seront à part Bacca des seconds couteaux. Bon, Tom, c'est à toi. Alors, un peu comme Nico, donc j'ai voulu épargner entre guillemets nos boulets habituels, Zapata, Mexes, Kuchka et Patati Patata, parce qu'on sait qu'ils sont nuls et qu'on n'a pas trop envie de le charger un peu la mule, ils sont déjà pourris, les pauvres, on va laisser tranquille. Donc, je vais mettre en numéro 3, et Dieu sait que ça me fend le cœur parce que j'aimerais le voir jouer, c'est De Jong. De Jong parce que il a fait un début de saison tout pourri, il a été logiquement mis sur la touche par Montolivo. Et alors que même ici même à la radio, on a voulu voir un peu le 4-4-2 à plat avec De Jong et Montolivo, il a eu sa chance et il a fait une prestation moisie où il nous coûte un penalty et un rouge, même si le rouge, on pourra toujours débattre là-dessus. Au final, on a prolongé quelqu'un, on a fait des pieds et des mains, on a tous voulu son maintien, et il nous fait une moitié de saison vraiment vraiment médiocre, où je sais même pas s'il a sorti une belle prestation depuis les matchs de préparation en Chine. C'est une énigme. Donc on parle d'un départ. Moi je suis toujours triste parce qu'au final c'était un vrai guerrier. C'était un des mecs qu'on mettait toujours dans nos top 3 l'année dernière et même l'année d'avant. Et là on a envie de revoir le De Jong d'avant, mais on a l'impression que c'est cassé. Il y a pas la confiance du coach. Et à chaque fois les rares fois où il est aligné, il est pas bon. Donc c'est à contre-cœur en tout cas que je le mets numéro 3 de mon flop. En numéro 2, j'hésitais à le mettre numéro 1 un peu comme Nico, mais on va dire je l'ai mis numéro 2. Diego Lopez. Donc il a eu le malheur de tomber sur un phénomène sorti de nulle part, donc il s'appelle Donnarumma. Et en plus de ça, il n'a pas été bon. C'est comme je l'ai dit quand j'ai parlé de notre petit prodige, Diego Lopez lui tournait à 2 buts encaissés par match, dont des prestations assez cataclysmiques. Je pense à Naples où il prend 2 des 4 buts qui sont pour lui. Palerme, on gagne 3-2, mais il nous sort aussi 2 buts encaissés qui sont pour lui. L'égalisation au Torino doit aussi être un peu pour sa pomme. C'est beaucoup trop pour un gardien qui, en effet, il y a 2 ans, avait mis Casillas sur le banc. Ça sent aussi, un peu comme pour De Jong, ça sent le sapin, ça sent le départ. Et au vu des performances d'Abbiati en coupe, laisser Abbiati en numéro 2, ça me poserait pas spécialement de problème. Ouais, d'accord, totalement d'accord. Voilà, merci Diego Lopez pour ta bonne saison dernière. T'as pas eu de chance, t'es tombé sur un produit sorti de nulle part. Bon vent à toi. Il a fait une bonne saison comme Nochalino et d'autres. Hein. Oui, voilà, il a fait une bonne saison, merci à lui. Parce que surtout que c'est un bon gars, malgré sa mise sur le banc, il n'a pas trop râlé, mais à part au début. Donc bon, j'ai rien trop contre lui, si ce n'est qu'il est pas bon et qu'il est tombé sur un prodige, quoi. Et en numéro 1, c'est Mister Casper Honda. Ah merci. Putain, je pensais que personne le mettrait, quoi. Manque de peau. Alors manque de peau. J'avais mis mon flop avant le match du week-end. Manque de peau. Hier, c'est le premier match de bon qu'il fait depuis un an. Donc bon. Donc c'est Honda parce qu'on démarre la saison en 4-3-1-2, c'est-à-dire avec un numéro 10. On nous bassine avec le fait que Honda, il ne peut être bon qu'à ce poste-là, qu'en numéro 10. Et résultat des courses, il est nul. Il apporte rien. Il est invisible. Je sais même pas il est même pas décisif, à part donc effectivement la très belle passe qu'il fait pour abattre hier. C'est Casper.
C'est son attitude, je crois, je sais plus si c'est le match contre la Sampdoria ou contre Crotone, j'ai un doute, ou même son attitude de je m'en foutisme, enfin, contraste totalement avec l'attitude qu'il avait eue toute l'année dernière où au moins il se battait. Là, on a l'impression qu'il a totalement perdu pied, qu'il attend qu'une chose, c'est de partir. Donc, Nous aussi. oui, voilà, oui, c'est très bien. C'est si on peut le vendre à un club médiocre type Everton, c'est très bien. Galliani a annoncé que Honda resterait cet hiver. Bah, il va vendre des maillots au Japon, quoi. C'est toujours l'aspect Oui, économique. voilà, qui il vend compte le le maillot au sportif, Japon, quoi. et puis si Galliani faisait des bons choix, ça se saurait, donc effectivement, ça m'étonnerait pas qu'il reste. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien qu'il parte. Surtout quand tu vois partir Sousso, qui, même sans être tout très bon, et ça, je dis pas le contraire, Sousso aurait largement pu avoir sa chance quand on voit Honda ou Cherchi, parce que Cherchi, je le cite pas, mais il est pas bien meilleur. Hein. Gila. Donc voilà. Alors, mon flop 3, alors je commence par De Sciglio. De Sciglio parce que, bon, l'an passé, certes, il n'a pas été épargné par la blessure, donc quand Tonelli est arrivé derrière, il lui a piqué sa place de titulaire, de manière légitime. Donc je m'attendais à ce qu'il, éventuellement, mène un bon duel avec justement Antonelli pour lui récupérer sa place. Mais justement, c'est l'effet inverse cette année. Antonelli est souvent blessé également. Donc De Sciglio est titulaire. Et De Sciglio titulaire, ça n'est pas ça du tout. Car c'est quand même triste de voir que ce joueur, tu utilisais le terme de décadence tout à l'heure, hélas, je pense qu'on peut l'utiliser pour qualifier l'évolution de Sciglio, qui est quand même passé du très grand espoir, voire même sollicité par le Real Madrid époque Ancelotti, au joueur qui pourrait éventuellement prétendre à jouer à Cesena, je pense, et voilà, qui est tout simplement décevant. Enfin, certes, il a perdu un peu en niveau, peut-être un peu en confiance, mais bon, je m'attendais à ce qu'il revienne bien cette saison, sachant que Mihailovic lui fait quand même plutôt confiance, mais au final, non, il a que de mauvais choix, que de mauvaises montées, défensivement, c'est vraiment très fragile, très moyen, et j'ai en tête justement une action hier face à Frosinone où il fait une montée, où il essaie de faire un grand pont sur un défenseur de Frosinone, mais c'était perdu d'avance, quoi. Enfin, il nous fait un truc comme Cherchi. Grossier, voilà, comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Je pense qu'on peut se mettre une action de Cherchi dans la tête pour il y en a plein, là. On peut faire un DVD, là, en 12 volumes. C'est ça, c'est exactement une action à la Cherchi, mais on voit le joueur à la fin, voilà, qui est voilà, quoi, c'est une action parmi d'autres, et voilà, c'est très clairement décevant, et c'est vraiment dommage, car on attendait beaucoup plus de lui. Ensuite, en seconde place, Honda. Honda, comme Tom, en fait, j'étais le seul en passé qui disait lors de l'émission de fin de saison que Honda pouvait mieux faire en étant remplaçant au poste de numéro 10, ce qui a eu lieu avec ce 82. Mais là, force est de constater que le japonais s'est montré invisible, il a eu du mal à apporter des solutions, c'est très mou dans ses déplacements, enfin... On a l'impression qu'il erre un peu dans ce milieu de terrain, et conséquence directe, il a été exclu du 11 fin septembre, et justement il a retrouvé une place de titulaire, et comme l'a signalé Tom, et là c'est ironie du sort, c'est l'une de ses meilleures prestations depuis le début de saison, et depuis quand même certains mois. Mais voilà, je pense que Honda a fait son temps en Milan, on lui a donné sa chance. Il n'a pas su la saisir, véritablement montrer qu'il était un joueur de grande classe, car sur le plan du mental et du comportement, c'est vraiment un joueur pour moi qui est vraiment d'A Milan. Et voilà, il avait peut-être un peu déjà signé son arrêt de mort avec ses déclarations au cours du mois d'octobre, où justement il critiquait le club, il disait justement qu'il était dans un sale état. Ce qui est le cas certes, mais voilà, grosse déception le concernant également. Et en première place, j'en attendais pas grand chose, mais je pense que c'est pour l'ensemble de son œuvre. Je dirais Zapata, car toutes les fois où il a été titularisé cette saison par Mihailovic, il nous a coûté un but. Et un carton rouge pour Romagnoli. C'est ça, un carton rouge pour Romagnoli. Un but à chaque fois, suite évidemment à des relances totalement grotesques. Et ce joueur, je lui décerne cette première place pour l'ensemble de son œuvre, car il m'est vraiment sorti des yeux. Contrairement à Mexès, certes, qui en plus de ça est une tête à claque, mais Zapata n'est pas une tête à claque, mais voilà, on attendait un minimum de sa part lors de son arrivée il y a 3 ans. C'est un joueur qui aurait dû partir cet été. Bon, on se disait, j'en attendais pas grand chose, mais bon,
quitte à ne pas en attendre grand chose, au moins qu'il ne nous coûte pas de but, ce qui a été tout le contraire en cette première partie de saison. Donc en espérant justement que lui-même et Mexès végètent bien comme il faut sur le banc. Oui, alors faut qu'on fasse très attention quand même, parce que si les francophones du Milan écoutent Casa Milan, en tapant par hasard, vous savez, parce qu'évidemment maintenant c'est aussi le nom du siège du club. Hein. D'ailleurs c'est assez marrant de voir la pub pour notre émission de radio sur les panneaux du stade, ça me fait marrer à chaque fois. Je rappelle quand même qu'on a créé l'émission en mai 2009, nous, et que le club, ça s'appelle le truc existe depuis 1 an, 2 ans, c'est ça, c'est récent. 2 ans, ouais. Et voilà, donc nous étions les premiers, ils nous ont piqué notre idée, et donc si... doivent arriver. Ouais, non mais si Mexès ou Niang, avec ce qu'a dit Nico, tape Casa Milan sur YouTube et qu'ils tombent sur nous et qu'ils écoutent ce qu'on dit sur eux, on va avoir des plaintes à un moment donné. Enfin bon, il y a encore la liberté d'expression, Dieu merci. Ouais, Bon, moi je vais vite parce qu'il nous reste vraiment 3 minutes. Qu'y a-t-il ? Ils sont nuls, qu'ils assument un peu. Oui, non mais on est d'accord. Encore que je donnerais quand même à Mexès un minimum de crédit. Je parle pas de son attitude et tout ça, mais c'est quand même quand il rentre sur le terrain, on sent qu'il en veut quoi. Parfois un peu trop, c'est-à-dire qu'il a tendance à démonter les jambes de l'adversaire, mais on peut pas lui reprocher l'apathie qu'on reproche à Deschilio par exemple ou à Honda. Et c'est pour ça que j'ai tendance à défendre Abaté qui même lorsqu'il est moins bien physiquement, et ça se voit, et c'est ce qui explique d'ailleurs en grande partie ses performances un peu en demi-teinte, que fustigeait à juste titre Nico, c'est que le mec, malgré tout, on voit que l'état d'esprit, que la combativité sont là, quoi, tu vois, alors que Honda et Deschilio, qui ont eu leur chance, c'est pas Saponara, hein, eux ils jouent quand même depuis quelques temps, et à maintes reprises on les a vus, eh bien, c'est pas eux qui vont sonner la révolte, quoi, hein, c'est pas Bonaventura, ça c'est sûr, donc c'est un peu navrant. Bon, moi je fais mon flop 3 rapidement, parce que vraiment il reste peu de temps, donc Diego Lopez, vous avez tout dit, en 3, Deschilio en numéro 2 parce que les limites de ma patience ont été atteintes il y a bien longtemps, et numéro 1 Zapata comme Gila parce qu'à chaque apparition c'est n'importe quoi, donc il n'y a pas besoin de développer davantage. Il nous reste vraiment 2 minutes, donc la partie sur les projections va fusionner avec le mot de la fin. Nico, c'est à toi. Dans ces cas-là, moi, projection, je dirais rien, j'ai juste finir sur le mot de la fin. J'étais donc à Frosinone Milan hier, j'ai vu un stade de 10 000 places qui ressemble à un stade amateur avec des... Gila, c'est à quoi ça ressemble? Stade Duré, oui. Un stade Duré en grand, c'était le Grand Luxe, le stade Duré à côté de là où j'étais hier. Carrément. Et franchement, tu sais quoi, je me suis dit qu'à la base quand même le foot, c'est quand même ça aussi. Parce que quand on voit tout ce football moderne avec tout ce pognon qu'il y a autour, le bus du Milan, quand les joueurs sont arrivés, il s'est mis en double file devant le stade pour que les joueurs puissent sortir. Ils sont directement allés sur la pelouse. C'était vraiment minuscule comme stade, j'imaginais même pas. Hommage à Emilia. Hein. Il y avait quoi? Hommage à Emilia, c'est son dada. Voilà, mais c'est vrai qu'on peut se dire que quand on voit certains stades aujourd'hui, qu'il faut que tout ce qui est des stades de 45 000 places, avec moderne, avec les loges et tout le reste pour pouvoir vendre je sais pas quoi. Bah c'est aussi ça aussi le football, et Gattuso l'avait dit quand il était parti du Milan et qu'il allait en Suisse, il a repris ce que c'était que de se laver ses pompes et que c'était pas à quelqu'un de le faire. Parce qu'au Milan c'est le grand luxe, mais c'est devenu partout comme ça le football, mais aussi le football, il faut que ça reste quand même à la base quand même quelque chose de simple. Il faut que le sportif prime sur l'économique, c'est ce qu'on disait. Et ça fait quand même du bien que de voir qu'un club comme Frosinone qui était pas du tout, et de toute façon les supporters le savent de Frosinone, que c'est une aubaine pour eux de jouer une année en Serie A, ils vont certainement revenir là où ils sont car il n'y a pas de budget, il n'y a rien du tout. Et à la base c'est un stade qui est fait pour jouer en Série B, grand maximum, voire Série C. Mais c'est quand même beau de voir quand même que voilà, malgré tout ce qu'essaye de faire les instances du football en Italie avec Lotito, pour éviter que ces clubs-là comme Carpi montent en Serie A, parce que ça c'est au niveau italien, mais au niveau européen, on voit ce qui peut se passer, même en France, ce qu'on essaie de faire contre les clubs corses avec Bastia et Ajaccio. Mais voilà, c'est bien quand même que ces clubs-là, ils arrivent encore à passer avec le sportif un petit peu et rappeler ce que c'est aussi à la base, ce que c'est que le foot, quoi. C'est pas forcément des stades de 60 000 places avec des places à 500 € pour pouvoir aller voir un match de foot. Et encore, t'as pas connu le stade Francis Leblay à Brest. Hein. Bon, il y a quand même plus de places, j'avoue. Bon, c'est un stade qui a quand même vu jouer Bernard Lama, David Ginola, Corentin Martins et quelques très bons joueurs, Paul Le Guen, etc. Hein. Alors, Tom, mot de la fin. Pour faire vite et fusionner avec les projections, si on peut rester dans cette zone de la 5e, 6e place et finir en Europe, ce serait tout bénef. Si en plus on pourrait avoir un peu plus de jeu, et s'il y avait une intervention divine et que Galliani nous sortait pour une fois un bon coup lors du mercato hivernal. Bernardeschi. Ou ne rêvons pas non plus, mais au moins c'est Noël, hein. genre même Sansone de Sassuolo, genre un mec comme ça où Galliani pourrait pour une fois avoir une lueur de lucidité, ce serait parfait, même si je me contenterais, on va dire, de la zone Europe, ce serait déjà pas mal. Oui, voilà. Dans le quintet de tête, moi ça me plairait, hein, si on pouvait grappiller la 5e place cette année, en visant plutôt le trio l'année prochaine, et puis le titre éventuellement, Mehdi reviendra pour cette occasion dans 2 ans, pourquoi pas, hein. Gila, ton mot de la fin. Alors, comme toujours, on espère une seconde partie de saison bien meilleure que la première partie de saison actuelle, et une place en Europe,
Donc ce qui passe par une 5e voire une 4e place en étant très optimiste. Et ce que je souhaite surtout, c'est enfin, ça fait longtemps, c'est peut-être une espérance vaine, mais enfin qu'on ne s'emmerde pas devant le match du Milan en fait. Très concrètement et très terre à terre, que Mihajlovic trouve tout simplement la formule adéquate, que les joueurs y mettent du leur, car Mihajlovic est certes venu pour faire bouger ce vestiaire, mais voilà, ce n'est pas suffisant, il faut également quelque chose de vivant, d'intéressant, et comme le signale MJ très justement, un très bon parcours en coupe, et pourquoi pas une victoire finale, car cette coupe nous échappe depuis 2003 si mes souvenirs sont bons, et ça nous ferait quand même un petit trophée depuis 2011, et honnêtement on va pas cracher dessus. Ah non, ça c'est sûr. Puis surtout, vive les jeunes, j'en veux plus, parce que les jeunes sont les meilleurs de l'équipe, on a dit, Romagnoli, Donnarumma sont les meilleurs joueurs, avec Bonaventura bien sûr, mais de l'équipe. Donc pourquoi ne pas titulariser davantage Calabria? C'est quand même le 3e jeune qu'on a envie de voir. Je demande solennellement à Mihajlovic, je demande à Nyang et Mexès s'ils écoutent de passer le message, de titulariser, alors de pas écouter ce qu'a dit Nico, et puis non il assume je pense même. Et de titulariser davantage Calabria. Après tout, si Abaté déçoit, Abaté ira sur le banc, comme tout le monde. En tout cas, nous, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale nationale et sur le tirage de l'Euro sur les 23 et sur une possible équipe type. On va essayer d'en dessiner une. C'est ambitieux, mais on y croit. Messieurs, merci, à très vite. Salut! Ciao. Salut. Ciao.